Bonsoir, à quoi ressemblera notre région en 2050? La température aura certainement augmenté du fait du réchauffement climatique. Alors serons-nous tous à vélo? Comment seront organisées nos villes et nos bâtiments? 7 groupes de chercheurs internationaux ont travaillé sur ces projections sur impulsion de la Fondation Braillard Architectes. On en discute dans un instant avec Paola Vigano, architecte et professeure, meneuse de l'un de ces 7 projets. Sylvain Ferretti, directeur de l'Office de l'urbanisme à Genève, et Pierre-Jean Crast, vice-président du Genevois français. Suite de l'émission, on ira à Lancy voir les travaux de la nouvelle promenade Nicolas Bouvier, et puis direction Bellegarde où nous visiterons l'usine de traitement des déchets Le Ciel, un concept inédit en Europe. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. La Suisse accueillera des déchets français le temps de la rénovation de l'usine d'incinération de Bellegarde. Dès avril prochain, 5000 tonnes de déchets par mois seront réparties entre Genève, Lausanne et Montaix. Les trajets se feront par camion, le train n'ayant pu être favorisé du fait des contraintes administratives notamment. Le président du Conseil d'État genevois ne le sera plus dès le 17 octobre. La votation populaire du 27 septembre a décidé du retour à une présidence tournante. Antonio Gers restera cependant chef du Grand Genève. Autre nomination, Christian Dupessay, maire d'Annemasse, devient président de l'ensemble du Genevois français. Le territoire inclut une partie de la Haute-Savoie et de l'Ain. Il succède au Tonnonnais Jean Denay. Annemasse, d'ailleurs, a fêté les aménagements de sa nouvelle gare. L'espace rotonde, la gare routière et le passage souterrain ont été inaugurés. L'idée était de connecter la gare à Ambilly et Ville-Lagrand, situées de chaque côté. Avec le Léman Express, le nombre de trains a triplé sur cet axe. 4 millions de voyageurs sont attendus chaque année, contre 800 000 jusque-là. Durant près de 2 ans, 7 groupes de chercheurs multidisciplinaires ont travaillé sur une idée très lointaine, se projeter en 2050 et imaginer notre Grand Genève à cet instant-là. On va en discuter avec nos 3 invités. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Mais avant, posons le cadre avec le directeur de la Fondation Braillard et président du Grand Genève, Antonio Gers. C'était le 24 septembre lors du rendu de ces 7 projets du Grand Genève. Il s'agit d'imaginer comment les territoires urbains habités vont se développer et vont se transformer dans les années qui viennent. Mais dans le cas précis du Grand Genève et dorénavant, la grande question c'est celle de la transition écologique. On ne peut pas imaginer une ville du futur sans la penser dans une totale transformation de ses manières de vivre, de circuler, de produire, de consommer. On calcule qu'en 2070, le climat de Genève sera celui des Pouilles, aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique. Donc c'est plusieurs degrés de plus en moyenne, des canicules beaucoup plus fortes, des besoins de l'ordre de rafraîchissement, d'espace de verdure, d'ombre. C'est un des aspects. Évidemment, la société va se transformer aussi à travers le numérique. Et donc, derrière ces propositions, il s'agit de penser le futur. Et le futur, ce n'est pas juste de prendre le passé puis de le prolonger, si je puis dire. Paola Vigano, vous avez mené l'un de ces 7 projets. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à participer? Évidemment, Genève et le Grand Genève, c'est-à-dire un territoire qu'on connaissait déjà et qui est extrêmement intéressant. Il est riche de situations. On habite dans le centre de Genève, on habite sur la montagne ou dans un versant, on habite le long d'une grande rivière ou le long d'un lac. Donc, ce territoire tellement riche de situations d'habitat et de travail nous semblait un cas exceptionnel pour réfléchir sur la transition 2050. Sylvain Ferretti, vous êtes en charge de l'urbanisme à Genève. Vous avez le nez dans le quotidien, voire à quelques années suivantes. Imaginez 2050, c'était lointain. Oui, mais c'est aussi une formidable opportunité. Et quand Panos Montieras est venu me trouver pour proposer en fait un partenariat sur cette démarche, c'est avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme que j'ai répondu positivement. C'est vrai qu'on est toujours pris dans ces questions entre l'actuel, demain, aujourd'hui, et puis cette projection un petit peu à moyen, long terme. C'est vrai que l'urbanisme, c'est toujours ce grand écart. D'un côté, le plan directeur qui doit porter une vision, et puis de l'autre côté, la réalité de l'aménagement urbain du quotidien. Pierre-Jean Crast, le 24 septembre, lors du rendu de tous ces projets, vous étiez sur scène avec un discours. Vous avez commencé par dire qu'au départ, vous aviez été un petit peu frileux sur ce projet. Qu'est-ce qui vous freinait ?
Oui, mais ce qui freinait, Sylvain vient de le rappeler, c'est qu'en 2017-2018, nous étions sur des échéances de réalisation du Léman Express. On était la tête dans le guidon, le nez dans le guidon pour réaliser, et puis toute notre énergie et nos moyens étaient consacrés à ça. Et il n'a pas fallu longtemps pour nous convaincre, bien évidemment, que la carte Le Monde Derrière, l'aménagement se pense à l'échelle transfrontalière, avec des limites géographiques et non pas administratives. Et c'était utile de se projeter à 2050 pour penser l'après 2020. Moi, je suis arrivé dans la région autour des années 2000, on pensait à 2020-2030 à peu près. Et je vois, après 20 ans, à quel point c'est compliqué de faire émerger des projets, c'est long, il y a des changements de comportement qui sont très longs, et on a besoin de temps en temps de redéfinir de nouvelles échéances pour penser l'après. Paola Vigano, venons-en au vif du sujet. 7 projets. Parmi eux, certains ont imaginé un Grand Genève construit autour du Salève, avec des villages en cercle, beaucoup de forêts, quasiment plus de voitures. Vous-même, votre Grand Genève 2050, à quoi il ressemble? Alors, il ressemble à quelque chose qui est déjà là. Parce que je pense qu'on doit imaginer cette transition comme une vraie métamorphose qui va, oui, probablement à la fin nous restituer un territoire différent, mais c'est un changement qui se fait lentement, au fur et à mesure, sur soi-même. Et sur ça, j'insiste beaucoup, la ville du futur, ce sera une ville qui s'est repensée sur soi-même. Et donc, c'est une ville-territoire d'abord. C'est une ville qui n'est pas la ville qu'on connaît aujourd'hui. Elle fonctionne avec les forêts, elle fonctionne avec les rivières, avec la campagne. Et tout ça, c'est métropolitain. Donc, cette ville, ou ce Grand Genève, dans lequel, à notre avis, par exemple, les villages vont jouer un rôle important, et non seulement les centres principaux, où le transport en commun va avoir un rôle de structure, une structure importante, avec aussi les autres, disons, éléments qui peuvent structurer, qui sont plutôt ce que nous, on appelait la structure faible, c'est-à-dire la structure écologique, mais non seulement une structure d'espace dans lequel on peut tester des prototypes de la transition, de type d'économie, de type d'utilisation des sols. Je veux dire tout simplement que notre travail a comme titre du sol et du travail. C'est-à-dire qu'on considère que revenir sur la question du sol et sur la question de comment on travaille et où on travaille, c'est absolument crucial. Je vous avais suivi en mars 2019 sur ce terrain avec vos élèves, justement pour essayer de comprendre cette ville, ce Grand Genève. Oui. C'était à Plan-les-Ouates. On avait été aussi à Saint-Julien rencontrer le maire. Oui. On a rencontré plusieurs maires. Et la question, c'est que justement, cette ville-territoire est habitée aujourd'hui déjà dans ces différentes parties, mais il y a des divarications profondes entre ces différentes parties. Il y a de vraies injustices à l'intérieur du Grand Genève. Et à notre avis, la ville du futur doit aussi se poser cette question, parce que ce n'est pas que juste une quantité, je dirais, d'éléments technologiques nouveaux qui vont nous accompagner vers cette transition, mais c'est un vrai projet qui touche à cette inégalité qui est croissante et qui a besoin finalement de revoir la façon dans laquelle nous habitons, nous travaillons, nous utilisons ce territoire. Sylvain Ferretti, on entend... Donc, il y a eu des recherches sur le terrain pour voir la réalité du Grand Genève et puis une petite part d'utopie quand même. Est-ce qu'on peut se projeter comme ça en mixant les deux? Un des enseignements de ces travaux, c'est que tout le monde, en fait, met en avant la question de l'expérimentation. On est sur justement des idées, des utopies, on est sur des ambitions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique, d'urgence climatique, mais s'engager vraiment dans des projets qui sont dans cette ambition, aujourd'hui, on en a très peu. Et du coup, le constat, en fait, à l'issue de ces travaux, c'est de prendre certainement des éléments par-ci, par-là, et puis d'essayer de les tester pour voir... Par exemple, lesquels ? Il y a plein de bonnes idées. Je pense que la notion du sol comme ressource importante, ça traverse toutes les équipes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit refonder notre approche de l'urbanisme. Quand on parle transition écologique, on parle beaucoup de l'énergie des transports, on parle peu d'énergie grise, mais on pense que c'est aussi un grand sujet. Peut-être qu'il faut réinvestir la ville, et comme le disait Paola Vigano, la rebâtir sur elle-même, peut-être pas changer de paradigme en démolissant et reconstruisant, peut-être il faut réhabiliter. Une piste qui a été évoquée, les coopératives sont beaucoup sur des nouveaux projets. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des coopératives qui viendraient nous apprendre aussi cette espèce d'économie de moyens en réhabilitant des bâtiments existants ? C'est peut-être faire un constat de tous les lieux inoccupés,
que ce soit des bureaux, que ce soit peut-être des entreprises, et puis voir comment est-ce qu'on pourrait les faire muter dans leur forme, avec une affectation qui change. Enfin, il y a... Ça, c'est déjà un petit peu le cas, disons, dans la politique genevoise, c'est essayer de récupérer ces bureaux pour les transformer. On voit que ça ne fonctionne pas vraiment aujourd'hui. Justement, donc aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait déclencher en fait une dynamique qui soit plus ambitieuse. Je reviens sur cette question du long terme et du court terme. La cible, elle est fixée. L'utopie, on peut la dessiner, on peut la voir. On a 7 équipes qui nous ont proposé. Maintenant, c'est comment est-ce que tout de suite, on arrive aussi à donner envie à la population, aux gens, donner confiance dans ce que cette utopie peut avoir de réaliste et de désirable. Et là, on a un gros travail aussi de persuasion. C'est vrai que ça peut paraître un peu hors sol, un peu conceptuel, d'arriver à vivre sans justement produire plus qu'environ 1 tonne de CO2 par habitant, si on regarde cet indicateur-là. Mais justement, il faut qu'on arrive à rendre ce futur désirable et justement dans une vision de la société qui ne laisse personne sur le côté. Je pense que c'est vraiment un des aspects aussi qui ressort de plus en plus fortement, c'est que cette transition écologique, elle doit être aussi socialement équitable. Pierre-Jean Crast, vous avez vraiment le nez dans le quotidien. Vos projets, en fait, c'est les routes, c'est les arrêts de bus. Souvent, c'est le quotidien des gens. Quand vous entendez ces projections, ces idées de faire des innovations pour imaginer une ville de demain, qu'est-ce que vous répondez à peut-être ces utopistes? Non, alors, il ne faut pas me cataloguer en tant que court-termiste. L'essentiel de mon activité, effectivement, c'est sur la mise en œuvre de projets. Mais ce qu'attendent des élus, ce qu'attend la population des élus, c'est la capacité à se projeter et à incarner une vision sur 2050, soit avec ses propres intuitions, soit en s'inspirant de ce que les uns et les autres peuvent apporter. Lorsque Sylvain Ferretti dit qu'il y a des choses qui sont vécues comme des utopies, il y a 20 ans, aller au boulot à vélo, beaucoup de gens disaient c'est une utopie, c'est une réalité dans beaucoup d'agglomérations européennes. Et on espère que ce sera dans les grandes tendances de l'agglomération genevoise. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur même il faut plutôt combattre les hyper-réalistes qui disent que rien ne va changer. Et cette étude a montré que, et le Covid a encore plus renforcé cela, que les politiques graduelles, des petits pas, comme le disait Nicolas Hulot, avant de justement claquer la porte de son ministère parce qu'il ne pouvait pas s'en accommoder de ces petits pas, le Covid, ça a été une rupture. Tout d'un coup, quasiment tout s'arrête. Eh bien, dans ces scénarios, il y a des scénarios de rupture, mais en même temps, l'accord de Paris, que tout le monde connaît, 1,5 degré, 2 degrés, voire dans l'hypothèse 1,5 degré, c'est un scénario de rupture. 90% de baisse d'émissions, c'est un travail sur les émissions, les énergies grises, c'est un travail sur la mobilité du quotidien où on a quasiment... Alors comment on fait très concrètement quand on est là dans son quotidien d'élu pour essayer d'instiller peut-être cette petite dose? Oui. Alors, je rejoins encore une fois Sylvain Ferretti. On n'arrivera pas si ces projets ne sont pas désirables et s'il n'y a pas d'adhésion de la population. Et ça restera dans le rang des utopies si on ne fait pas ce travail justement de rendre concret certaines visions et intuitions, soit en rassurant, en disant ce qui est une utopie pour vous, c'est déjà le présent d'autres agglomérations. Hein, je reviens sur l'exemple du vélo, mais aussi sur d'autres choses. Beaucoup se rejoignent sur l'aspect paysager, la trame paysagère, la vie de quartier. On a beaucoup misé sur la ville en tant que solution pour aller vers la transition énergétique, mais le Covid a montré que la ville est une menace où tout d'un coup, la proximité pose problème, il y a des vulnérabilités en termes de santé, et donc les équipes proposent de revenir plutôt à des notions de village, voire de ce que les urbanistes appellent les archipels du territoire. Et dans ces 7 projets, qu'est-ce qui vous paraît le plus faisable, réaliste ? Alors, déjà, je ne veux pas pécher par excès de politesse, mais j'ai appris dans la salle d'attente que le projet qui me plaisait le plus, c'était celui de Madame Vigano. Non, mais je n'avais pas percuté que... Voilà. Après, c'est peut-être mon biais. Moi, je suis ingénieur, et donc, lorsqu'il y a de l'ingénierie, des courbes, des tendances, ça me rassure. Et de ce point de vue-là, le projet montre à la fois les échéances à atteindre, mais aussi les projets qu'il faut... mettre en œuvre sur l'évolution de la mobilité, sur les évolutions de flux, etc., les réseaux. Et donc, mais ceci étant, il y a du bon dans beaucoup de projets. Voilà, on a tous des tempéraments et des visions différentes. Il y a du bon dans beaucoup de projets avec des préconisations qui, pour le coup, voilà, un projet propose de supprimer l'aéroport et de faire un certain nombre de choses. Donc, chacun interprète les projets en fonction de ses aspirations. Paola Vigano, là, on a une idée pour 2050, mais est-ce que dans ce que vous avez proposé, on peut se projeter à plus court terme? Ah oui, bien sûr, on peut commencer immédiatement. Et disons qu'on a chaque jour, on est en retard. Donc, il faudrait vraiment, à mon avis, par exemple, il faudrait aussi commencer par, je l'ai dit plusieurs fois, des projets qui sont en cours
aujourd'hui, parce que ce sont des projets qui nécessitent peut-être encore 10 ans pour être réalisés. C'est-à-dire que là, il y a déjà quelque chose qu'on peut peut-être revoir avec des yeux différents. Ce qui est très important est que chaque partie du territoire puisse exprimer et, disons, valoriser toutes ces ressources. Ceci veut dire, imaginer de pouvoir travailler, par exemple, à Bellegarde, par exemple, non, de travailler à Divonne, au lieu de tous aller, par exemple, vers Nyon ou vers Genève. Donc, nous pensons à cette nouvelle façon de vivre chez soi. On travaille, on aura des entreprises. On peut imaginer aussi l'idée de circularité qui est aussi, disons, qui traverse un petit peu le travail des équipes, c'est qu'on puisse ne pas jeter à la poubelle tout ce qu'on utilise, qu'on consomme, qu'on puisse réutiliser aussi les produits qui doivent être conçus d'une façon différente pour pouvoir résister plus longtemps. Et tout ça génère des nouveaux métiers qui peuvent être aussi décentralisés. Et donc, je pense que c'est un cas, mais je pense que la question, c'est vraiment de dire que tout le territoire, avec ses différents caractères, doit être valorisé et pas polarisé comme c'est aujourd'hui. Justement, Sylvain Ferretti, on voit aujourd'hui c'est plutôt Genève et puis tout autour cette métropole qui se dirige vers Genève. Est-ce que dans les projets qui ont été proposés, on tient assez compte de ce grand Genève, de ce territoire entier ? Alors oui et non, il faut pas oublier qu'il y a quand même une frontière nationale qui coupe plus ou moins le territoire en deux. Juste 2 chiffres, on a à peu près la moitié de la population qui est à Genève et Vaud, et puis l'autre partie en France voisine, pour un territoire qui est presque 10 fois plus grand. Et donc on a aussi ces déséquilibres d'emploi et puis de force de travail. C'est bien sûr, c'est des choses qui ont animé depuis toujours la réflexion autour du Grand Genève. Après, il ne faut pas non plus se tromper. On a à peu près 80% des déplacements, des kilomètres parcourus qui sont liés au loisir, à autre chose en fait que les déplacements au domicile-travail. Donc résoudre cette question du déplacement domicile-travail, c'est résoudre 20% de la problématique. Alors c'est un problème que je ne veux pas minimiser, mais disons, si on pense transition écologique, production de gaz à effet de serre, on résout que 20% du problème. Donc voilà, il faut vraiment penser systémique dans notre Grand Genève. Bon, on se revoit dans quelques temps pour voir comment ça a évolué. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et on poursuit cette émission avec notre chantier du mois, cette fois direction Lancy. Une nouvelle promenade piétonne et cycliste a été créée. La phase 1 a tout juste été inaugurée. On se trouve ici donc sur la promenade Nicolas Bouvier, ex-promenade des Crêtes. Dès 2008, la commune avait envisagé de relier les quartiers de Lancy par une promenade de mobilité douce, vélo-piéton, qui permettent de relier finalement le bois de la Bâtie jusqu'à la gare du Bachet. C'est une mesure du plan d'agglomération numéro 1. À l'échelle du Grand Genève, cette promenade a un intérêt majeur. Elle va relier la future voie verte de Bernay, finalement, à la gare de Lancy-Bachet et au-delà même. Cette étape 1 vient d'être terminée, a coûté 3 380 000 environ. On se trouve ici à l'extrémité de l'étape 1 de la promenade qui va se prolonger par une passerelle au-dessus de la rampe qui dort et au-dessus de la route de Chancy pour rejoindre le bois de la Bâtie. Cette passerelle est actuellement en demande d'autorisation de construire et sera réalisée certainement, mise en service en septembre 2021. On se trouve ici juste devant la gare de Lancy-Pont-Rouge, sur ce qu'on appelle le chemin des vignes, un chemin qui sera le début de l'étape numéro 3. Il s'agira donc de créer une nouvelle passerelle pour franchir donc cette rivière. Cette passerelle conduira ensuite à un tunnel qui pourra passer sous la route du Grand Lancy et ainsi retrouver le nouveau quartier de Pont-Rouge. Et l'étape numéro 4 consistera à cheminer à travers le quartier de Pont-Rouge pour rejoindre l'avenue Eugène-Lens qui consistera dans quelques années l'étape numéro 5 pour rejoindre la gare de Lancy-Bachet à travers une requalification de l'avenue Eugène-Lens.
Où vont les déchets que l'on ne peut pas recycler? Ils partent en usine de traitement, que ce soit en Suisse ou en France, pour être incinérés. L'un de ces centres a été aménagé pour faire découvrir ces procédés au public et ça se passe à Bellegarde. À 2 pas du centre de Bellegarde, un centre d'incinération des déchets pour la Haute-Savoie est l'un, à l'image des Cheneviers, à Genève. Et particularité, il est ouvert au public. Visite avec l'ambassadrice des lieux. On a créé ce centre exprès il y a 5 ans pour pouvoir faire visiter. Alors la petite particularité, c'est qu'on a une partie de l'usine, une vraie partie de l'usine qu'on peut visiter, et ensuite c'est une reproduction de l'usine. On ne peut pas aller tout dans la vraie usine. Donc voilà, ici on arrive dans la salle de contrôle. Nous avons le chef de car juste ici qui va pouvoir surveiller et piloter l'ensemble de l'usine. Sur les écrans au niveau inférieur, c'est toutes les machines qui composent l'usine. Donc grâce à ces écrans, il va pouvoir piloter à distance toute l'installation. Et sur les écrans du dessus, il va pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. Avec le chef de car en liaison permanente, on a une deuxième personne, c'est le rondier. Donc le rondier, lui, va être en présence physique dans l'usine. Il va s'assurer que tout fonctionne bien en faisant des rondes. Les déchets arrivent par camion ou train. Ils sont ensuite gérés par le pontier qui a plusieurs missions. Donc sa première mission, ça va être de s'assurer que les entrées soient toujours libres. La deuxième mission, ça va être de mélanger les déchets, puisqu'on verra plus tard dans la visite, mais il y a des déchets qui brûlent plus ou moins bien. Donc le fait de les mélanger, on aura un meilleur mélange et une meilleure combustion. Et la troisième mission, ça va être d'amener tous ces déchets dans le four. Est-ce qu'on arrive à se faire une idée du tonnage? Alors ici, là, ce qu'on a, c'est environ 2 semaines de déchets pour un territoire qui recouvre 440 000 habitants. On poursuit dans la partie de l'usine reproduite pour les visiteurs, avec d'abord le four à incinération. Nous y sommes, 850 degrés. Cette température est suffisante pour enflammer instantanément les déchets qui vont entrer d'un moment à l'autre. À cette température, aucun organisme vivant ne peut résister. Microbes, virus, bactéries sont définitivement éliminés. La majorité des déchets est brûlée, mais des gaz toxiques ont été libérés avec la combustion. On ne va pas pouvoir les relâcher dans la nature comme ça, et donc on va les capter à la sortie des fours pour pouvoir les nettoyer. Dans un premier temps, les fumées vont passer dans la chaudière, donc qui va nous permettre de transformer une eau trop qui circule dans les tuyaux en vapeur d'eau pour pouvoir ensuite créer de l'électricité. Et ensuite, on passe sur le nettoyage, sur le traitement des fumées. Grâce à ces 4 machines juste ici, on a dans un premier temps un réacteur qui va permettre de refroidir les fumées, qui sont encore très chaudes, elles sont environ à 200 degrés. Ensuite, les filtres à manche, donc c'est ici qu'on va capter notamment les dioxines et furanes qui sont produites à chaque combustion. Et donc quand la fumée est passée dans ces 4 machines, elle est propre à 99%, elle va pouvoir être relâchée par la grosse cheminée que vous avez vue en entrant. Vous vous souvenez, à l'étage supérieur, on avait produit de la vapeur d'eau. Donc cette vapeur d'eau va servir à alimenter le turbo-alternateur qui va ensuite alimenter la turbine et donc faire produire de l'électricité. Cette électricité produite, environ 20% va s'en servir pour faire fonctionner l'usine, le bâtiment du ciel et les bureaux juste au-dessus. Et les 80% restants seront revendus sur le réseau électrique. Les résidus restants de fumée sont acheminés dans des lieux de stockage spéciaux. Et les déchets qui n'ont pas brûlé, les mâches-fer, sont démétallisés et ensuite placés sous les routes, une pratique interdite en Suisse. La visite se termine dans l'espace ludique. 500 kg de déchets, donc c'est ce que produit un Français en une année. En fait, chaque année, pour vous donner une idée, chaque année, on produit un Mont-Blanc de déchets. En France, rien qu'en France. Donc là, c'est tout un mur de déchets et on va pouvoir, avec nos visiteurs, trouver où ces déchets peuvent aller. Donc ça c'est compost. Tout pourrait aller à la compost? Non, le papier, non, c'est du papier ça? C'est du d'essuie-tout. Ah oui, non, ça pas au compost. Si? Si.
Ah si? Papier, pareil en petite quantité, mais s'il y a besoin d'assécher son compost, on peut utiliser ce genre de choses. Que les papiers, pas les mouchoirs. Attention toutefois, certains déchets ne seront pas triés de la même façon en France et en Suisse. Et d'ici 2 ans, on va pouvoir aussi il va avoir des extensions de consignes de tri. Et on pourra recycler beaucoup plus de plastique. Tous ces plastiques qui sont ici, donc notamment les pots de yaourt. On va pouvoir les recycler d'ici 2 ans. Je jette le pull, je ne le mettrai plus. Ah, non. Je le donne. Yes. Chenevier, oui. Alors là, comment on fait si on veut visiter ce lieu? Alors, il faut faire des réservations, c'est uniquement sur réservation. On est ouvert à tout le monde, aux familles. Ce qu'on n'a pas montré aussi, mais c'est qu'on on est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite également. Donc les visites se font à partir de 6 ans, ou moins si c'est des familles. Et donc il faut faire une réservation, soit par téléphone, soit par mail. Et on vous a comme guide? Exactement, ce sera moi ou ma collègue Angélique. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous. Une belle visite pour enfin découvrir le fonctionnement d'une usine de traitement des déchets, similaire à la Suisse. De quoi réfléchir à l'adage, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle thématique transfrontalière. Au revoir.